Bonjour, nous sommes le vendredi 9 août. Les vacances passent très vite. Bon, c'est bientôt terminé. Voilà, pour le mois d'août. Bon, il y a des nuages dans le ciel, mais la météo dit qu'il va faire encore bon. Ben, en voyant le temps comme ça, bon, on peut faire confiance à la météo, à se dire bon que effectivement dans l'environnement on va avoir des éclaircies et moins de nuages, mais la météo nous contredit en disant qu'il va faire bon. Bon, il y a un contraste entre ce que la météo dit et le ciel qui est présent. Mais en tout cas, bon, c'est ce qu'ils disent. Bon, on va patienter. Dans ces cas-là, on patiente et on se dit que effectivement la journée va se passer autrement et que ça va aller selon les desiderata des informations communiquées par les bulletins météorologiques. Ça va aller dans ce sens-là. Bon, donc on va rester euh, voilà, à se dire qu'il va faire bon. Une question qui est posée, on demande ici, bien sûr, une question sur les nombres. Vous voyez qu'il y a un nombre 3, 14, 14, 14. Alors, ne pas confondre avec pi, hein. C'est pas pi. Voilà, pi. Ça a deux décimales. Pi a deux décimales, mais je vais mettre à plusieurs décimales. Petit instant. Ouais, je vais mettre 15 décimales de pi. Alors certains l'ont étudié, certains ont étudié pi jusqu'à je sais pas combien de décimales. Mais en tout cas c'est un nombre décimal. Alors 3, 14, 15, 92, 65. On pourrait retrouver toute la date de naissance du monde entier là-dedans. C'est normal parce que c'est un nombre irré- irréso- irrationnel, donc irraisonnable. Il n'est pas raisonnable ce nombre-là, donc on peut tout retrouver dedans. Parce qu'il est infini. En écriture, il est infini. Donc, je vais ramener et faire une comparaison avec le nombre qu'on a ici. Ce nombre, ça c'est pi. Alors, c'est pas pi qui est demandé, hein. C'est pas pi qui est demandé, mais je mets en comparaison avec pi parce que c'est vrai que pi ça commence par 3,14. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un nombre est-il rationnel? Les rationnels, c'est un ensemble. Alors, son contre-ensemble, c'est le nombre irrationnel. Soit il est rationnel, soit il ne l'est pas. Alors, s'il est. Alors, je vous rappelle que ça fait partie des nombres réels, hein, les rationnels. De deux choses l'une. Soit on a un ensemble infini qui sont les rationnels. Alors, ça c'est Curonde, hein, pour dire rationnel. Curonde. Alors, alors bon, à ça, on oppose les irrationnels, qui est l'ensemble I, qui n'est pas rationnel. Bon, bien sûr, le tout fait partie des nombres réels. Et donc, vous voyez que ces deux ensembles disjoints, il n'y a pas d'intersection à ces deux ensembles. Soit on définit l'un, et l'un n'est pas l'autre, ou soit on définit l'autre, mais l'autre n'est pas l'un. Donc, on va dire qu'ils sont voilà, en opposition. On ne saurait pas avoir un nombre qui est en même temps rationnel et irrationnel, puisqu'il n'y a pas de. L'ensemble est disjoint, il n'y a pas d'intersection. Et donc, ces nombres-là forment les nombres réels. Parce que les réels prennent tout type de nombre. Bien sûr, il y a aussi les complexes. Mais ça n'a plus rien à voir.
puisque un nombre complexe, c'est un nombre de, on va dire, de l'imaginaire, tombé de l'imaginaire. Donc les nombres complexes sont des nombres imaginaires. Alors vous voyez que c'est C ronde, R ronde, Q ronde et I ronde. Bon, généralement, les gens ne mettent pas I, hein, ils le représentent autrement que le I. Donc je disais, ce qui est de la réalité, c'est ça. Ce qui n'est pas de la réalité, c'est les nombres imaginaires. Donc on a imaginé des nombres particuliers qui permettent d'avoir des racines carrées négatives. Donc ça c'est dans l'imaginaire. On l'a créé par un Italien, voilà, Cardano, d'où il y a même les équations à 3, comment est-ce qu'on appelle ça, des équations de troisième degré peuvent être résolues par, voilà, Cardan, ce qu'on appelle Cardan, mais c'est Cardano. Alors ça descend de la Renaissance, ces nombres imaginaires. Donc il a fallu trouver une astuce pour trouver une racine carrée d'un nombre négatif et outrepasser. Voilà, c'est cette astuce. C'est une astuce. Donc on est passé par l'imagination d'un nouveau nombre. Donc les nombres, ce qu'on appelle les nombres imaginaires. On appelle les nombres imaginaires. Voilà, et donc là, il y a deux ensembles qui ne sont pas, je veux dire, enfin qui sont disjoints, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors, il y a celui-ci, les rationnels, inclus dans R, et les irrationnels, inclus aussi dans R. Mais disjoints. On ne saurait pas avoir un nombre qui est aussi bien rationnel qu'irrationnel. Alors, comment pourrait-on définir un rationnel? C'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de fraction. Alors, comment voir la chose au niveau des fractions? On sait bien que les fractions, c'est un nombre, attention que c'est un nombre représenté sous forme voilà, d'une barre, qui est une barre de division. Voilà, une barre de division comme ceci. Alors je rappelle les signes, on a le signe plus, moins. Un divisé peut être aussi presque une croix, c'est presque une croix. Vous voyez qu'ici c'est presque une croix. Voilà. Le fois, c'est une croix. Donc on a quasiment trois croix. Une, deux, trois. Une croix de Saint-André et une croix de Saint-Georges. Comme on a dans le drapeau britannique d'ailleurs. Hein. On a les deux croix, croix de Saint-André et croix de Saint-Georges. On a une croix comme ceci. Voilà. Et on a une autre croix qui est comme ceci. Bon. Alors maintenant, les divisions, on peut représenter aussi par une barre comme ceci. Une barre de division. Mais on peut représenter aussi, comme ceci. Je peux faire 2 divisé par 3, pourquoi pas. Ce qui signifie 2 divisé par 3. Alors, si la division n'est pas entière, alors bien sûr, si elle est entière, 2 ne divise pas 3. 3 ne divise pas 2. 3 ne divise pas 2. Si vous mettez 2 objets, et vous voulez faire des paquets de 3, on ne saura pas, c'est impossible. En division entière, on ne saura pas diviser 2 par 3. Donc il va toujours rester 2 ici. Hein. Le reste, il vaut 2. Par contre, maintenant, ça, c'est une division entière dans n, par exemple. Voilà, dans n. Une division dans n. Donc, on ne sait pas diviser 2 par 3. Maintenant, si vous faites une division dans R, là, 2 divisé par 3, il y va 0 fois. 0 fois 3, ça fait 0. 2 moins 0, ça fait 2. Vous redescendez un 0 ici, en première décimale. Alors, vous regardez dans 20, 2 unités, c'est 20 dixièmes. Donc, il y va 7 dixièmes de fois. Il y va 6 dixièmes de fois. 6 dixièmes de fois, ce qui fait 18 dixièmes. Ensuite, vous faites 20 moins 18, et ainsi de suite. 20 moins 18, ça fait 2. Et puis, vous aurez 2 dixièmes. Mais après, vous redescendez à 0 qui sont des centièmes. Donc, vous aurez non plus 20 dixièmes. Bon, je vais le faire en mieux parce qu'ici, on ne voit plus rien. Je vais essayer d'aller... Voilà. Donc ici, on a les unités. 2 unités. Et 2 unités, c'est un nombre avec une infinité de 0, tant qu'on en veut. Voilà.
Alors, on va diviser par 3. Ben, 3, c'est aussi autant de 0 tant qu'on en veut. Alors ça, c'est une division dans R. Hein. C'est une division dans R. C'est plus dans N. Parce que dans N, 2 n'est pas divisible par 3. Voilà. Alors dans R, qu'est-ce que ça va donner? Ben, comme je l'ai dit, il y va 0 fois. 0 fois 3, ça fait 0. 3 petits points. 2 moins 0, ça fait 2 avec tous des 0. Puis on regarde dans 20. 20 dixièmes. 20 dixièmes, il y va 6 fois. 6 dixièmes fois 3 unités, ça fait 18 dixièmes. 20 dixièmes moins 18 dixièmes, ça fait 2 dixièmes. Voilà. Mais 2 dixièmes, donc on a les unités, les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Donc ici, je suis parti de 2 unités. 2 unités, ça fait 20 dixièmes. Là, on a 20 dixièmes. Alors ensuite, là, il reste plus que 20 moins 18, 20 dixièmes moins 18 dixièmes. Il reste 2 dixièmes. Mais 2 dixièmes, ça fait 20 centièmes. Donc ici, je suis à 20 centièmes. Je vais chercher 6 centièmes fois 3 centièmes. Ça fait 18 centièmes. Donc il va rester 2 centièmes. Voilà. Et 2 centièmes, c'est 20 millièmes. Donc je peux rajouter un 0 ici. Il y va dans 6 millièmes fois 3. Ça fait 20 millièmes. Et ainsi de suite. Et vous aurez compris qu'on on a une tendance infinie du nombre. Hein. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'ici, 0,6666, c'est un nombre, ce qu'on appelle un nombre décimal périodique, NDP. Et je dirais même NDPI. Pourquoi? Parce qu'il est illimité. On a un nombre décimal périodique illimité. Donc, ici, si vous prenez tout entier est périodique illimité. Donc, dans le premier ensemble, ici, tout entier, je peux le mettre ici. Voilà. Tous les entiers, je peux les mettre là-dedans. Les surpris dans N. Pourquoi? Parce que un entier, je peux l'écrire 3,0000000. Donc, on sait le mettre. Dès le moment où vous avez un nombre avec, ici, une répétition, ce qu'on appelle un nombre périodique illimité, voilà, ici, qu'il y a une infinité de zéros, donc c'est un nombre périodique illimité. Et donc les entiers, n, font partie des n appartiennent au nombre périodique illimité. Voilà. Alors maintenant, un nombre décimal, 3,25, 256, 256, 256, etc. Là aussi, c'est un nombre périodique illimité. Et donc, tout nombre périodique illimité peut se mettre sous forme de fraction. Alors, c'est ça que j'étais en train de voir. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Alors, une fraction de deux choses l'une. On peut jouer, enfin manipuler, je m'excuse, c'est pas jouer, c'est manipuler. On peut manipuler des fractions positives, c'est ce qu'on fait quand on est en primaire. Et après, on travaille avec des fractions aussi bien positives que négatives. Bon. Si, par exemple, ici, si vous avez un nombre a sur b, qu'est-ce que c'est que la fraction quand elle est vue comme étant positive? Par exemple, comme quand c'est le cas quand vous êtes en primaire. Une fraction est vue comme étant un nombre naturel ici, sur un nombre naturel sauf 0. Alors, n est positif et n est positif. Bon, si ce n'est que le b doit être différent de 0, c'est juste ça. Et là, on a une fraction q positif. C'est un nombre positif. Bon, maintenant, si vous manipulez aussi bien les fractions positives que négatives, par exemple, a sur b plus a moins b, a et b étant positif, hein. Si je considère AB positif, allez, par exemple, si on a ça, on peut avoir une fraction positive ou négative. Alors tout dépendra du nombre de moins. Là, on a un moins, on en a 3. Donc 3 moins, c'est considéré comme un nombre impair, 3. Donc c'est d'office, la fraction est négative. Donc quand on a un nombre de moins
un nombre impair de moins, on a une fraction négative. On a une fraction négative. Quand on a un nombre impair de moins. Maintenant, quand on a un nombre pair de moins, ben, la fraction sera d'office positive. Voilà comment on va considérer ce type de fraction positif ou négatif. Donc là, on peut écrire de deux manières. Alors, comment écrire une fraction généralisée? Elle peut être soit positive ou négative. C'est celle que vous voyez quand vous êtes en secondaire. Alors, une fraction peut être écrite, un nombre rationnel peut être écrit sous forme de fraction avec une barre comme ça. C'est une espèce de barre de division, voilà. Là, on ne fait pas forcément la division. Hein, voilà. Vous pouvez, ça, c'est un nombre. Hein. 2 tiers, c'est un nombre. Hein, voilà. Il n'y a pas besoin de diviser. Si vous le divisez, vous allez avoir 0, 6, 6, 6, 6, 6, etc. Voilà, vous allez avoir ceci. Vous allez avoir un nombre décimal périodique illimité. Voilà, si vous faites la division. Mais on manipule les nombres tels quels comme une entité. Voilà, la fraction est une entité. Voilà. Alors ceci, c'est une fraction, c'est une entité, mais de signe négatif. Donc, voilà, vous avez un nouvel ensemble qui est l'ensemble des fractions qu'on peut traiter, les fractions en aparté. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe quand on est en primaire. Ben, on apprend les fractions, on joue qu'avec des fractions. On fait des additions de fractions. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous faites 2 tiers plus 4 cinquièmes. Voilà, il faut mettre au même dénominateur. Vous pouvez faire 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Ça, il s'agit d'une fraction divisée par une fraction. Vous pouvez diviser une fraction par un nombre. Ouais. Par exemple, un nombre entier. 2 tiers divisé par 4. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, vous faites 2 tiers fois... vous devez construire le nombre entier, remettre en fraction, c'est 4 sur 1. Donc, c'est multiplié par un quart. Voilà. Et ainsi de suite. On peut multiplier des fractions, diviser, soustraire, additionner. Alors la soustraction, c'est un peu la même chose, il faudra mettre au même dénominateur. Alors comment dénommer une fraction, qu'elle soit positive ou négative? Comment va-t-on l'exprimer? Alors de deux choses l'une, soit c'est un z, alors là c'est z0, on peut mettre z0, donc ça veut dire que vous pouvez mettre moins 4 sur par exemple moins 7. Ou un autre exemple, moins 4 sur 7. Voilà, là c'est une fraction positive, attention, et là c'est une fraction négative. Voilà. Alors, par exemple, un autre, c'est moins 3, 2 sur moins 3. 2 sur moins 3. Voilà, ça c'est une fraction négative, et ainsi de suite. Donc, vous avez des fractions positives ou négatives. Alors, là, vous manipulez un nouvel ensemble qui est z. Et z, bien sûr, il est au-dessus de n, puisque n est positif. Ce sont les entiers positifs. Mais z, ce sont les entiers aussi bien positifs que négatifs. Donc z, il est ici. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble z. Alors, voilà. Donc l'ensemble z, il est là. Donc il contient aussi bien des positifs que des négatifs. Et bien sûr, z est dans Q. Pourquoi z est dans Q? Ben, un nombre entier, si je dis 4, ben, c'est une fraction. Hein. Tout nombre entier est une fraction, c'est 4 sur 1. Si je dis 12, ben, c'est 12 sur 1. Tous les nombres entiers, on sait les mettre sous forme de fraction. Voilà. Même le 0, ce sera 0 sur 1. Voilà. Et donc, ça c'est une première manière d'exprimer Q. Alors, une deuxième manière d'exprimer Q, ben, c'est de ne prendre qu'un signe. À la place de prendre plusieurs signes, j'en prends plus qu'un. Alors, là je me dis, ben, que le signe sera au numérateur. Alors je mets un signe au numérateur, mais à ce moment-là, le nombre qui est en dessous est d'office positif. Donc je vais chercher n0. Alors, vous voyez qu'il y a deux manières d'exprimer. Je veux dire, les fractions, soit vous parlez en termes, voilà, vous mettez un nombre négatif. Par contre, celui-ci, il n'a qu'un seul signe. Hein. Moins 4, septième. Moins 3, demi. Moins 7, sixième. Ça veut dire qu'ici, moins 7, huitième. Voilà. Alors, une unité, c'est 7 septièmes, c'est 4 quarts, 3 divisé par 3, ça fait 1, 2 divisé par 2, ça fait 1, 1 divisé par 1, ça fait 1, et ainsi de suite. Un nombre sur lui-même, ça fait 1.
Un nombre sur lui-même, ça fait 1. Donc le 1 peut être exprimé par une fraction sur lui-même. Par un nombre sur lui-même, divisé par lui-même. Un nombre sur lui-même. Un nombre sur lui-même. Et donc ici, vous voyez que, à la différence d'ici, du premier, un exemple de fraction, c'est moins 7 sur moins 3, par exemple. Voilà. Par contre, ici, ne doit apparaître qu'un seul signe. N'apparaît qu'un seul signe. Ici, il peut en avoir tant qu'on en veut, je veux dire, des signes, je dirais autant qu'on en veut. Voilà. Par contre, ici, on doit résumer par un seul signe. C'est ça la différence. Alors, ceci étant dit, comment détecte-t-on un nombre périodique? Comment détecte-t-on un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui est périodique illimité. Par exemple, si vous voyez 0,14, 11, 14, 11, 14, 11, et indéfiniment comme ça, ben c'est un nombre périodique illimité, donc c'est un nombre rationnel. On sait mettre sous forme de fraction. Alors, attention que la période, ça c'est ce qu'on appelle la période, elle n'est pas obligée de venir tout de suite. Hein. On peut avoir 0,724, 11, 11, 11, 11, 11, 11, et ainsi de suite. Voilà, et donc vous voyez que la période c'est 11, 11, 11, 11. Elle apparaît plus loin, mais c'est quand même un nombre périodique illimité, donc c'est rationnel. Alors si vous prenez par exemple 1, ben 1 c'est 0, 0, 0, 0. Tout nombre entier est un nombre périodique illimité. Tout nombre entier est un nombre périodique illimité. Voilà, et c'est comme ça qu'on voit qu'il est rationnel. Alors maintenant, autre appellation, je vous ai dit qu'ici je peux l'appeler i, mais ce i, là, je peux l'appeler autrement, puisque je vous ai dit que q est complètement différent de i. L'ensemble q est différent de i. Alors, comment les distinguer? C'est par rapport à r. On sait bien qu'ils sont tous les deux inclus dans r. Donc, si je prends r et que j'exclus q, mais j'aurai i. Donc, l'ensemble i, c'est l'ensemble des réels pour lesquels vous avez exclu les rationnels. L'ensemble des rationnels. Si vous prenez tout R, vous enlevez Q, il va vous rester I. Donc, dire I ou dire R sauf Q, vous savez de quoi vous parlez. Puisque en fait, R sauf Q, c'est I. R sauf Q, c'est I. R moins Q, c'est I. Ça veut dire que, en plus de ça, ils sont disjoints. Hein. Donc, il n'y a même pas de problème de regarder ceux qui sont... voilà. Ils sont disjoints, il n'y a pas d'intersection, donc il n'y a pas de problème. Et vous faites R moins Q, vous avez directement I, c'est-à-dire les irrationnels. Et donc, les rationnels, c'est tous ceux qu'on sait mettre sous forme de fraction. Alors, comment peut-on le voir? Par la périodicité. Ici, il y a une période, 14, 14, 14. Donc, je dirais, première vue, oui, il est rationnel. Ça, c'est d'après les connaissances. D'après les connaissances, comme il est périodique, c'est un nombre décimal périodique illimité, d'office, il est rationnel, d'office. On sait le mettre sous forme de fraction. Alors, ce nombre-là, ne pas le confondre avec celui-ci, qui est 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3, jusqu'à, je ne sais pas combien de décimales qu'il y a, mais en fait, ce nombre-là, il continue. Donc, vous ne trouverez jamais de période derrière. Hein. Vous pouvez écrire tant que vous voulez, même avec un ordinateur, le plus gros ordinateur possible, imaginable qui existe sur Terre. Vous allez avoir je ne sais pas combien de millions de nombres après la virgule. Mais en tout cas, vous ne trouverez jamais des nombres qui se suivent par après. Alors on démontre, on peut démontrer que pi est un irrationnel. Hein. On peut démontrer, ça se démontre facilement. Ça se démontre facilement que pi est un irrationnel. Alors, on peut le faire par l'absurde. Voilà, c'est une démonstration par l'absurde. Alors, ici, on va s'intéresser donc à 3, 14, 14, 14, 14, 14. Est-il rationnel? Je vous ai dit que oui, mais le tout, il faut le prouver. Prouvons-le. On va le prouver, le tout. Donc, il faut le remettre sous forme de fraction. On va mettre 3, 14, 14, 14 sous forme de fraction. Donc, on part du principe qu'on a un nombre périodique, un nombre décimal périodique illimité, donc on sait bien qu'il sera rationnel, hein, ceux qui connaissent les théories sur les nombres, et qui sait bien qu'un nombre décimal périodique illimité est d'office une fraction. Bon,
bon, on va faire abstraction de la théorie et on va le démontrer algébriquement. Voilà. Parce que quelqu'un qui connaît la théorie peut dire directement oui, mais s'il ne comprend pas que. Pour lui, c'est simple. C'est simple. Donc il va répondre oui. Mais il ne faut pas répondre oui, il faut démontrer mathématiquement, voilà, algébriquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 3, 14, 14, 14 indéfiniment? Eh bien, je pourrais écrire que le décomposer en sa période. Sa période, c'est 3 plus 14 centièmes. Voilà. Plus 14, 1, 2, 3, 4, 14 10 millièmes. 1, 2, 3, 4. Plus le suivant, c'est 14. Alors quand il y a trop de zéros, on met des exposants. Alors je commence à mettre par des exposants. C'est 10, 2. Là, c'est 10, 4. Le suivant, c'est 10, 6. Et puis, si vous avez compris, ce sera 10 exposant 8, plus 14, 10 exposant 10, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comment faudrait-il, je veux dire, agir pour voilà, trouver une fraction? Ben, le premier, on peut l'extraire, parce que 3, c'est 3 sur 1, c'est déjà une fraction. Donc, je pourrais extraire le 3 et m'intéresser à la partie, aux parties fractionnaires. En plus de ça, là-dessus, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui se répète. Justement, c'est ça l'astuce, c'est qu'il y a une répétition. Cette répétition, mais par l'entremise d'une raison. Donc on a une raison qui est 14 fois 10 moins 2, plus 14 fois 10 moins 4, plus 14 fois 10 moins 6, plus... Alors, vous avez compris qu'on a une suite géométrique. Hein. Il faut faire apparaître une suite géométrique. 14 fois 10 moins 8. 10 moins 8, plus 14 fois 10 moins 10. Voilà. Et ainsi de suite. On pourrait continuer de la sorte. Bon, donc ce qui veut dire que je suis obligé de mettre 3 petits points. Ah oui, là, je suis obligé de mettre 3 petits points et de trouver la raison de cette suite. Alors, c'est une suite géométrique, hein, parce que bon, on ne multiplie par une certaine raison Q. Donc, 3 petits points. Alors, je vais m'intéresser à ceci. Bon, avant toute chose, ce que je vais faire, je vais quand même sortir le 14, parce que le 14, il se répète aussi. Voilà, donc on sait sortir 14, 10 moins 2. Alors, si je sors 14, 10 moins 2, plus, alors le premier ici, il vaudra 1. Voilà, là, j'ai divisé par 14, 10 moins 4, j'ai divisé par 14, 10 moins 2, donc il va rester 10 moins 2. Le suivant, il va rester 10 moins 4, plus 10 moins 6, plus 10 moins 8, plus 3 petits points. Attention qu'ici, c'est pas un faux, c'est pas un plus, c'est un faux. Donc ici, là, on a 3 plus 14, 10 moins 2. Et on a une suite géométrique. Alors ici, c'est 10 exposant 0. Plus 10 moins 2, 10 moins 4,
Bon, quelle est la raison de ça? Ben, la raison, ben, vous voyez que la raison, c'est 10 moins 2. Voilà, vous avez la raison là. C'est 10 moins 2. Donc le premier terme, c'est 0. Je vais laisser, à la place de mettre 10 0, 10 exposant 0, je vais laisser 1. Voilà, donc vous avez 1 plus Q plus Q carré plus Q cube plus Q4 plus 3 petits points. Alors 3 plus 14 fois 10 moins 2. Alors ceci, c'est une suite géométrique où Q vaut 10 moins 2. Parce que pour passer, si vous voulez la raison, vous faites celui-là divisé par celui-là. 10 moins 4 divisé par 10 moins 2, ça fait 10 moins 2. Donc, ou alors vous prenez celui-ci, hein, celui-là avec celui-là. Ou un autre. Ou alors 10 moins 2 divisé par 1, ça fait 10 moins 2. On l'a directement ici, avec le premier terme. Alors, le premier terme, bon, bien sûr, c'est une somme de suite. Hein. C'est une somme de suite. Alors là, on a soit vous l'appelez U0 ou U1. U1. Si vous commencez par U0, vous aurez U1, U2, U3, U4. Mais généralement, c'est mieux de commencer par 1. Comme ça, vous savez que ici, c'est le premier terme. Donc, vous aurez le premier terme. Sinon, il y a un décalage de 1. Voilà, le deuxième terme, c'est U2. Troisième terme, c'est U3. Quatrième terme, c'est U4. Et ainsi de suite. Voilà, U5, tralala, tralala. Voilà, et donc, ce qui est intéressant à l'étude, c'est on étudie une suite géométrique, mais les théories des suites géométriques, elles sont connues. Hein, voilà, il n'y a rien à inventer, hein, il faut connaître sa théorie sur les séries géométriques. Alors je rappelle qu'une série, c'est une somme de suites. C'est une somme de suites. Une série, c'est une somme de suites. Donc on aura ici 1 plus Q plus Q carré plus Q cube plus Q4 et ainsi de suite. Donc là c'est 1, 2, 3, 4. Ici j'aurais pu mettre Q0, mais je ne le mets pas. Comme ça je fais apparaître le premier terme qui est 1, Q, avec bien sûr, comme je dis, Q qui est égal à 10 moins 2. Voilà. Alors que dit la théorie? Alors qu'on a une série. Alors c'est une série de type géométrique dont le premier terme, il est là, le premier terme. Le premier terme, il est là. Et la raison, elle est où? Elle est là, la raison, Q. Alors, j'ai mis Q parce que c'est une suite géométrique. Enfin, c'est une série géométrique. C'est une série géométrique. C'est une série géométrique, donc j'ai mis Q. Parce que pour une série arithmétique, j'aurais mis R. J'aurais mis R. Alors maintenant, allons voir ce que disent les théories sur les séries géométriques. Alors je vais remettre le lien qui est ici, c'est Nagua. Nagua, voilà. Fichier explicatif de la leçon, somme des termes d'une suite géométrique. Voilà. Alors définition. Une suite géométrique. Alors ici, il parle de suite. Attention que ce n'est pas une série, hein, c'est une suite. Pas confondre série et suite. Hein. Une suite géométrique est une suite dont tous les termes consécutifs ont le même rapport, appelé la raison. Voilà, ça avance. Voilà le premier terme, on a le premier terme, puis on a le second, puis on n'additionne pas, hein, parce que c'est pas une série. On a juste des termes qui se suivent, c'est tout. C'est une séquence de nombres qui se suivent avec une certaine forme de raison. Quand on a une raison qui est donnée par... voilà, vous voyez que le suivant, il vaut le précédent avec une certaine raison, qui est t fois r exposant n-1. Voilà, c'est une suite géométrique. Alors, ils vous disent ici une série géométrique est la somme d'un nombre donné de termes d'une suite géométrique. Alors là, quand vous parlez de série, il faut faire la somme. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, c'est d'une somme. Alors la raison R d'une suite géométrique dont le énième terme est... Ouais, mais ça c'est pour calculer un des termes, on s'en fout. La raison peut être aussi obtenue par le rapport du précédent par le suivant par le précédent, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il y a des formules sur les suites géométriques, c'est pas un problème. Et c'est ça qui nous intéresse ici. C'est une série géométrique qui est dite convergente. Convergente, alors il y a deux cas de figure. Soit une série, on peut trouver une valeur donnée, elle est convergente, si on n'a pas de valeur
de valeur. Ou si ça tend vers l'infini, elle sera, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, on s'en fout. Hein. Donc, je veux dire, on n'a pas de valeur bien précise. Soit on calcule, on ne trouve rien du tout, ou soit on ne sait pas trouver de réponse, ou soit ça donne plus l'infini, moins l'infini. Là, à ce moment-là, c'est divergente, ça diverge. Ça veut dire, soit on ne sait pas trouver la réponse, divergente, on ne sait pas trouver la réponse. Alors, convergente, ça converge vers un nombre. Là, on sait bien qu'on a une valeur bien définie pour la série. Alors, une série peut être soit convergente ou divergente. Voilà. Et donc, comment peut-on voir si une série dite géométrique, parce que série, on a toute une panoplie, ça s'étudie, les séries, voilà, les séries s'étudient. Hein. On ne vient pas, je veux dire, taper des calculs n'importe comment pour les séries. Déjà, une série géométrique, c'est étudié, les formules sont déjà faites, toutes faites à la base, donc il suffit de les utiliser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les séries, il y a différents types de séries, et que ça s'étudie. Ça s'étudie, les séries. Quand on a une série géométrique telle que celle qui est présente, voilà, dans l'exercice qui est donné, voilà, eh bien ici, quand vous dites telle qu'elle est convergente, c'est-à-dire qu'il vous donne une réponse, mais quand la raison est strictement inférieure à R. Or, moi, ici, j'ai justement une raison qui est plus petit que 1. Voilà. Vous voyez que 10 moins 2 est plus petit que 1. Donc, la raison est convergente. Enfin, la série, elle est convergente. On a une série convergente. Parce que la raison est plus petite que 1. C'est ce qu'ils vous disent ici. Quand la raison est plus petite que 1, ben la série est convergente. Bon, c'est ce qu'on sait. Alors maintenant qu'elle sait qu'elle converge, qu'elle va donner un nombre, on sait bien que ça va donner un nombre, et il faut trouver pour quelle valeur, par quoi je peux remplacer cette série par un seul nombre, qui est la convergence de la série. Le résultat de cette somme qui est infinie, voilà, c'est une somme infinie, va donner, voilà, un résultat. Et on voudrait bien connaître ce résultat. Eh bien, quand on a une suite géométrique, eh bien, elle est donnée, bon, ça s'étudie, ça limite quand n tend vers l'infini de la raison fois 1 moins r exposant n sur 1 moins r, on calcule la limite et on obtient t est égal à 1 sur r, c'est-à-dire, voilà, t étant le premier terme, hein, je vous le dis tout de suite, t étant le premier terme. Alors c'est le premier terme sur 1 moins r. Et voilà la valeur pour laquelle on prend la série. Donc si la raison notée r vérifie le module, alors ici ils disent valeur absolue de r plus petit que 1 parce que r peut être compris. Voilà, R il est compris entre moins 1 et 1. Voilà, et on en prend généralement la valeur absolue. Hein. Voilà, généralement c'est entre moins 1 et 1. Je ne sais pas s'ils l'ont dit ici, mais voilà, ils vous le disent ici. Pour cela, la raison doit être comprise dans l'intervalle moins 1, 1. Et donc, pour éviter de parler de moins, ben, on met, je veux dire, une valeur absolue. Comme ça, on traite que uniquement valeur absolue plus petit que 1. Voilà. Une fois qu'on a ça, alors, dire que la valeur absolue de R est plus petit que 1, c'est dire qu'elle est comprise entre moins 1 et 1. Hein. Je pense que je peux le démontrer facilement. Donc, dire que Q plus petit que 1 en... Alors, ici, je joue avec des nombres réels. Bon, donc c'est une valeur absolue. Mais si c'est avec les complexes, bien sûr, c'est un module. C'est un module. Hein. Si vous jouez avec des nombres complexes, c'est un module. Alors, Q plus petit que 1, ça veut dire que soit on a plus Q si Q est positif, voilà, et moins Q si Q est négatif. Donc on aura plus Q plus petit que 1 et moins Q plus petit que 1. Ce qui veut dire que Q plus petit que 1 plus Q plus petit que 1 et Q plus petit que plus grand que moins 1. Je prends les opposés, donc Q plus grand que moins 1. Donc vous allez avoir Q qui est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que Q appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, dire ceci, quand on a ça, ça converge. Voilà, dire que Q plus petit que 1, ça converge.
c'est dire que Q est compris entre moins 1 et 1. Alors, non inclus, hein, parce que c'est strictement plus petit que 1, donc c'est non inclus. Voilà, et donc quand vous avez ça, ben, on peut trouver la raison qui est le premier terme divisé par 1 moins R. Le premier terme divisé par 1 moins R. Bon, eh bien ici, je vais chercher cette série. Géométrique. Voilà. Et je connais le Q puisqu'il vaut 10 moins 2. Alors 10 moins 2. Le premier terme, il vaut 1. Donc c'est le premier terme sur 1 moins Q. Or le premier terme, il vaut 1. Et 1 moins Q, c'est 1 moins 10 moins 2. Voilà, 1 sur 1, 10 moins 2. Alors, 1 sur 1 moins 10 moins 2, c'est 0,01. 1 sur 0,99 est égal à 199, ça fait 99 centièmes. Ça fait 99 centièmes. 1, c'est l'inverse de 99 centièmes, ce qui fait 100 sur 99. Donc, la série, je peux remplacer par 100 sur 99. Donc, c'est comme si j'avais, c'est la même chose que 3 plus 14 fois 10 moins 2 fois 100 sur 99. Voilà. Mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une fraction. On a une fraction qui est 100 sur 99. Donc, on a déjà une fraction. Alors, ceci, je peux le mettre sur forme de fraction, c'est pas un problème. Alors, 3 en fraction, c'est 3 sur 1. Plus, et alors, ceci, c'est une fraction. Donc, on voit bien tout de suite ici, il est rationnel. Hein. Vous avez une fraction 1 plus une fraction 2 fois une fraction 3. Ben, vous avez un rationnel, hein, parce que c'est voilà, des calculs de fractions. Voilà, vous êtes dans le corps des fractions, donc je veux dire, vous faites une multiplication de fractions, vous êtes toujours dans les fractions. Ayant obtenu la multiplication, j'ai obtenu ça, f intermédiaire, une fraction intermédiaire, fi. Eh bien, comment vous êtes toujours dans le corps de fraction ici, f1 plus fi donne toujours, on a un résultat qui est interne. Elle est partout définie. Voilà, on a une fi prime. On a des opérations qui sont internes et partout définies. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que on aura 14, 10 moins 2, c'est 14 centièmes, fois 100 sur 99, ce qui veut dire qu'on aura, là on a simplification, on aura 3 plus 14 99e. Alors, celui-ci c'est une fraction, hein, c'est 3 sur 1. Donc je pourrais mettre en 99e, hein, on aurait 99 3 plus 14 99e, ce qui fait 3 sur 1 plus 14 99e. Alors je vais faire x 3, 27, 2, 9, 18, 27, 29 sur 99 plus 14 sur 99, 11, 10, 11, 3. Voilà, c'est bien une fraction. Alors je vais vérifier maintenant. 311 sur 99. 311 doit donner 14, 14, 14. 311 sur 99. On va voir. 311 divisé par 99. Et voilà.
3, 14, 14, 14, 14, 14. Bon, ici, il a juste terminé par un 1. Ben, normalement, je devrais aller... Ici, bien sûr, il n'est pas illimité, c'est normal, parce que c'est un nombre... On ne sait pas me faire des nombres illimités, ici. Hein. Alors, je vais le dessiner. Enfin, je vais le faire avec... ouais, 13, 13, j'ai pas le choix. J'ai pas 14 décimales. Bon, on va mettre 10 décimales. Comme ça, je termine avec un nombre... En mettant un nombre pair de décimales, je termine par 14, 14. Je termine par 14. Parce que si je mets un nombre impair de décimales, je tombe sur un 1. Bon, je préfère vous montrer la période qui est 14, 14, 14, 14. Je vous remercie.